à l'heure pour immersion avec Securitas. Il faut interpeller le toxicomane. Arrête-toi, Jean-Lucien. Bonsoir. Chaque année, près de 65 000 malades arrivent ici aux urgences des HUG pour être soignés. Les cas les plus graves sont souvent pris en charge avant d'arriver à l'hôpital par les équipes du SMUR. Nous les avons suivis en immersion dans leur travail, mais aussi pendant leur formation. Vous allez les voir en intervention sur le terrain, face notamment à un homme au visage ensanglanté qui refuse des soins. And you might bleed in your head. Mais vous les verrez aussi en formation pour apprendre à maîtriser les gestes qui sauvent des vies. Vous les verrez aussi en action dans un EMS au secours d'une femme âgée. Ils doivent aussi être capables de porter secours aux victimes en hélicoptère. Vous les verrez lors de l'une de ces formations. Ce jour-là, Aurélie, le médecin, fait équipe avec Richard, l'ambulancier. Oui, Toujours les mettre au milieu pour les retrouver. absolument. Une personne qui aurait fait une chute avec un traumatisme crânien et qui est inconsciente. Ils ont du mal aujourd'hui. Ils ont hein. beaucoup de mal. Ça allait mieux vers l'aéroport. Ouais, en effet, ouais. Le cardiomobile doit intervenir dans le quartier de La Praille. Des ambulanciers sont déjà sur les lieux. Toujours avec apparemment peut-être des mouvements un petit peu bizarres. Il a fait une chute, il a perdu connaissance et ensuite on ne sait pas très bien ce qui se passe quand on le prend en charge. La victime est un homme d'une cinquantaine d'années. Son visage est ensanglanté. Il ne parle que l'anglais. On ne sait pas comment, lui il ne se souvient pas. Lui Sir, il dit qu'il n'a pas de look at problème me, de santé. okay? Try not to move your head too much, okay? Okay, keep looking at me, okay? All right. Ah ok, alors écoute, moi de ce que j'ai What's entendu, bothering you the il most y avait right un now? AVC de 3 minutes, et lui, tu vois pas ce qui s'est passé, because il est I- orienté sur la You personne, fell? dans l'espace, No, dans le because temps, I- on est vendredi, non. because I Voilà. don't remember. Et il a Okay, pas- you don't il a remember. pas de douleur Okay. aussi, il a pas de déficit We're, L'homme ne se rappelle de rien. Il a besoin de soins. okay, we're done with the assessment, okay? Okay. We're gonna go in the ambulance right No, now? please no. Actually, you have a lot of blood, you know, on your face. I'll but just you- I'll just go wash my face. Yeah, sure, but let's do that in the ambulance if you don't No, mind. no, I don't want to. I don't want to. La victime ne veut pas être soignée. Aurélie tente de le convaincre. You know, Mister, renversé par une voiture. you lose your consciousness a lot of minutes, so you need to go to the hospital to be sure that you have no blooding in your head. It's in your head, inside. Il pourrait avoir une hémorragie intracrânienne, donc un saignement suite à sa chute, et d'autre part, il pourrait avoir convulsé, comme était l'hypothèse des témoins qui l'auraient vu convulser, et puis il pourrait être dans un état post-critique, c'est-à-dire après une crise d'épilepsie où les gens sont facilement agités, et puis incohérents et obnubilés par une pensée unique. It's in your head. Richard reprend le relais. It's You've very got a broken important. nose, sir. Yeah. Broken nose, yeah, I think. I think you fell on your face. I need to wash myself. Sure, sure. Well, L'ampleur des dégâts, on va dire, il n'en est pas forcément conscient. Et ce que j'essaye justement de lui décrire, c'est les blessures qu'a occasionné la chute et que, en effet, ces blessures nécessitent des soins médicaux même. is there any reason? I just don't want to. But Une attitude symptomatique lors de ce type de traumatisme. I'm sure. C'est une attitude qui peut signer un saignement intracrânien quand les gens répètent tout le temps la même chose, effectivement, qu'on leur explique et qu'ils répètent encore par la suite la même chose. I'll call you.
No, you cannot. Mais l'homme continue à refuser toute aide médicale. Richard insiste. The thing is, you fell on your head, you had like a kind of seizure, you shook, you know, and you might bleed in your head. Après plusieurs minutes de négociation, le quinquagénaire accepte de suivre le personnel médical dans l'ambulance. Alors qu'il est sorti de l'ambulance, l'homme parle français. Hello again. Ah bien. Vous vous sentez mieux? Ouais, ça va? Je vais juste nettoyer mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà. On se met beaucoup plus sur la piste de l'épilepsie, d'une crise convulsive, parce qu'en fait, on sait qu'au bout d'un certain temps, les gens récupèrent toute leur capacité au niveau du langage et puis ne sont plus obnubilés non plus. Et puis lui, d'un coup, justement, il ne savait pas ce qui s'était passé, mais par contre, il comprenait très bien qu'il devait venir avec nous à l'hôpital. Il n'était plus du tout opposant aux soins. Au final, les examens n'ont révélé aucun traumatisme crânien, juste un nez cassé et quelques plaies au visage. On retrouve la brigade sanitaire cantonale lors d'un exercice de formation au sauvetage avec l'hélicoptère Rega HUG. Bertrand Tornet est l'un des 3 pilotes de l'hélicoptère. Ce jour-là, il entraîne les médecins au treuillage. Le treuillage est une technique qui nous permet d'évacuer le patient ou d'amener le médecin sur lieu d'intervention lorsque nous n'arrivons pas à poser de manière conventionnelle avec l'hélicoptère. À tour de rôle, ces 4 médecins vont se relayer. Nos médecins sont tous formés au treuillage et une fois par année, on contrôle leur niveau de formation. Pour les médecins, cet exercice est indispensable. Ils doivent être prêts pour ce type d'intervention. Les situations de treuil sont des situations par définition difficiles. On peut avoir des patients qui sont médicalement difficiles, dans un terrain difficile. Et donc nous, tous ces exercices-là servent à essayer de maintenir une compétence, sachant qu'ils ne sont pas forcément les missions les plus fréquentes non plus. Donc c'est essentiel pour nous de vérifier qu'on est apte à tout et n'importe quand. L'hélicoptère des HUG intervient la plupart du temps sur des accidents graves où chaque minute compte. C'est soit la Rega, la centrale de la Rega ou le 144 qui peut nous alarmer. Et dès qu'on doit médicaliser une intervention, ils décident le moyen d'intervention. Donc si c'est loin dans la campagne, ils ont le moyen le plus rapide. Donc généralement, c'est l'hélicoptère qui est appelé. Mathias Galter est le paramédic, un copilote ambulancier de formation. Le rôle d'ambulancier paramédic, assistant de vol, il est double en fait. Pendant les phases de vol, on est là pour assister le pilote. Une fois au sol, on change un peu de casquette, on assiste le médecin pour les soins aux patients. Nouvelle intervention pour l'équipe du SMUR. Direction le quartier des Charmilles.
Partons pour une suspicion d'arrêt cardio-respiratoire chez un patient de 80 ans dans un restaurant. Ils doivent intervenir dans un restaurant situé à proximité du parc Geisendorf. À leur arrivée, la situation est moins grave que prévu. Ça va? Ça a l'air d'aller, hein? Ouais, on va regarder. Le patient n'a jamais eu d'arrêt cardio-respiratoire, mais qu'il aurait présenté un malaise après son repas. L'ambulancier veut emmener l'octogénaire au HUG pour y réaliser des examens. Est-ce que ça vous va d'aller faire un contrôle à l'hôpital pour voir pourquoi est-ce que vous avez fait ce mal? Le médecin tente de convaincre le patient de faire des examens complémentaires. Non, alors, c'est pas du tout le but de vous hospitaliser, c'est d'aller aux urgences pour faire un laboratoire, un électrocardiogramme et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que vous faire des malaises comme ça c'est pas normal ce qui vous est. Ça peut être un malaise vasovagal et puis ce serait tant mieux, mais ça pourrait être un malaise de type absence, ça pourrait être une épilepsie sous-jacente ou alors un problème cardiaque. Et à laboratoire? À l'hôpital, et ils vous font tout aux urgences. Les négociations avec le patient aboutissent à un compromis. C'est pour aller aux urgences et contrôler en fait. Il accepte d'être contrôlé au centre médical de Vermont, situé dans le quartier. Appelez la permanence de Vermont pour qu'ils vous prennent en urgence et faire un contrôle. Et puis après vous rentrez. T'as les papiers là-bas? Non. Vous m'amenez? Oui, bien sûr. Ouais, ça va. Nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il soit vu par un médecin, qu'il consulte. Ma foi, s'il doit le faire dans une permanence près de chez lui parce que ça l'arrange, pourquoi pas? S'il avait nécessité un traitement hospitalier ou une investigation hospitalière, là, on aurait essayé de le convaincre de venir vraiment dans un hôpital. Avant de le transporter au centre médical, l'équipe veut faire un dernier contrôle. Comme il est diabétique, qu'il y a eu ce malaise et puis qu'on ne peut pas exclure un problème cardiaque, on se dit que si tout d'un coup on voit quelque chose qui est pathologique à l'électrocardiogramme, là je lui dirais vraiment maintenant je vous force, il faut une prise en charge cardiologique et ça on peut le faire qu'au HUG, donc il faut venir avec nous à l'hôpital. L'examen du cœur est rassurant. À ce stade, le médecin n'est pas inquiet. L'examen du cœur, il est bien. C'est vrai? Ouais, le docteur, elle est contente. Donc je pense à ce moment-là que le plus probable comme diagnostic, c'est un malaise vagal chez ce patient. Il est conduit par les ambulanciers au centre médico-chirurgical de Vermont situé à la Servette. Quant à l'équipe du SMUR, elle rentre au HUG. Moins d'une heure plus tard, le 144 demande l'intervention du SMUR. Il s'agit du patient de 80 ans qui a fait un malaise dans un restaurant. C'était une surprise parce que l'image qu'on avait justement du patient, tant cliniquement, son aspect, comment il se sentait et tout ça, ce qu'il ressentait sur site, et puis également les données qu'on appelle paracliniques, donc les constantes qu'on avait, les examens qu'on avait faits étaient bons. On est étonnés parce qu'on nous dit maintenant qu'il fait un problème cardiaque et puis nous on avait justement cet électrocardiogramme qui était très rassurant. L'équipe du cardiomobile reprend le chemin des Charmilles. Ah, joli. Au centre médical de Vermont, le SMUR est accueilli par une infirmière. Il y a les ambulanciers qui arrivent aussi, derrière nous. Bonjour. Le médecin de garde va rapidement faire le point sur la situation. En tout cas, la DRSA, il n'a jamais mentionné. Le CG était vraiment sans particularité sur site. L'homme de 80 ans a été couché. Richard lui pose quelques questions. Ouais, beaucoup mieux. Vous avez une douleur dans la poitrine? Non. Non? Ok. Pas de gêne respiratoire? Non. D'accord, ok. J'essaie de me renseigner justement sur une éventuelle évolution. Est-ce qu'il y a eu une douleur thoracique qui est apparue? Est-ce qu'il a eu une sensation de malaise? Enfin, quoi que ce soit de nouveau. Okay. Ni la langue. Selon le médecin de la permanence, l'état de santé de l'octogénaire
peut se détériorer. C'est juste qu'on lui a fait des examens de laboratoire qui peuvent signifier plusieurs choses et qui pourraient effectivement signer un infarctus ou une embolie pulmonaire. On veut savoir si vous faites un infarctus ou pas. Pour en être sûr, un nouvel électrocardiogramme va être réalisé. Parce que le premier qu'on vous a fait dans l'ambulance, il était normal. Mais des fois, avec le temps, ça évolue. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous laisser partir non plus et qu'il fallait aller contrôler. De son côté, Richard prépare une injection d'anticoagulant. Juste le double contrôle, Yannick. Oui. Donc de l'héparine, 5000, 2020. L'héparine est un anticoagulant qui permet en fait de fluidifier le sang. Il peut être donné justement préventivement à la fois s'il y a un caillot, on va empêcher ce caillot de grossir. Les résultats de l'électrocardiogramme tombent. L'infarctus est écarté, mais l'examen du laboratoire montre une anomalie. À partir du moment où il est positif comme là, ça peut être tellement de choses. Ça peut être une infection, ça peut être l'âge, ça peut être l'embolie pulmonaire, l'infarctus. Il y a plein de choses qui vont élever ce résultat. Le patient est emmené aux urgences des HUG où des examens approfondis vont être réalisés. On retrouve les médecins internes du SMUR, ainsi qu'une équipe d'ambulancières en formation au CERN. C'est Michel, médecin chevronné, qui dirige ce jour-là cet exercice. Ok, la ceinture pelvienne. Le scénario de base, c'était un cycliste qui s'est fait renverser par une voiture et qui avait un traumatisme crânio-cérébral sévère qui nécessitait donc une prise en charge avancée par l'équipe ambulancière et puis l'aide du SMUR. Mathieu est le médecin responsable de la réanimation. Il s'agit d'un jeune interne en cours de spécialisation. Il fait équipe avec Richard, l'ambulancier du SMUR. Tu peux me préparer la ceinture pelvienne sur la planche ? Ok, la kétamine elle est prête. On va lui passer 400 mg. Je vais vous injecter un médicament pour calmer la douleur. Pour le calmer, ils doivent lui injecter un sédatif. Premier piège de l'exercice, choisir le bon dosage. Si on n'injecte pas assez, l'effet ne sera pas suffisant. Par contre, si on injecte une dose trop élevée, ça pourrait éventuellement dégrader l'état du patient. Il faut vite qu'on le sorte d'ici. Attention à la mobilisation de la tête. Ouais. Dans pareil cas, l'immobilisation du patient atteint d'un traumatisme crânien est capitale. Doucement, doucement. On le tire quand tu veux. Alors go, 1, 2, 3. Attention. Autre difficulté pour Mathieu, s'affirmer en tant que leader. C'est le poids de cette responsabilité, ça provoque quand même un peu d'incertitude, juste pour être sûr qu'on va dans la bonne décision. On n'a pas besoin de médicaments. Pour le bon déroulement de l'exercice, un mannequin a remplacé le patient. Le scénario se complique. 24, 25, 26. Est-ce que tu peux... Mathieu va maintenant procéder à l'intubation du patient afin de protéger ses voies aériennes. Un geste difficile dans ce type de situation. S'exercer sur un mannequin est alors primordial. S'être entraîné en pratique sur des mannequins, ça permet de démystifier un petit peu tout le fonctionnement. Et le jour où ça arrive en vrai, de savoir que, de se faire confiance, de savoir qu'on sait faire et de connaître les séquences qui vont bien. Au niveau du A, ton tube n'a pas bougé ? Non, manifestement pas. On a une TCO2 qui a une belle allure. Le jeune médecin a dû faire face à une situation complexe sur plusieurs niveaux. Donc c'était assez difficile pour moi de faire un peu la gymnastique mentale, de passage d'un scénario à un autre. J'ai un patient qui est d'abord agité sur un traumatisme cérébral, qui ensuite passe à un patient qui ne protège plus ses voies respiratoires, donc un patient qu'il va falloir intuber. Ensuite, un patient, une fois qu'on l'a extrait de là où il était, quand on l'a retrouvé, fait un arrêt cardio-respiratoire. C'est ce type de situation que les médecins du SMUR devront affronter dans la rue ou ailleurs, hors de l'hôpital. Il est 23h15, dans la voiture du SMUR, Élie, l'ambulancier, et Marine, le médecin,
ils partent en intervention à la Servette. C'est une dame qui vit dans un EMS et qui en fait a des difficultés à respirer. Merci. Bonsoir. L'équipe du SMUR est attendue à l'entrée par une employée de l'EMS. Le SMUR est maintenant épaulé par 2 ambulanciers. Bonsoir. La patiente ne répond pas. Elle est à la limite de l'inconscience. Il s'agit d'une femme de 92 ans. Elle éprouve des difficultés à respirer. Elle a très probablement ce qu'on appelle un OAP, un œdème aigu du poumon. Ellie prépare une gazométrie. Il s'agit d'une analyse express du sang. On va prélever du sang dans l'artère pour faire un examen des principaux du pH et puis des gaz dans le sang. Madame, vous arrivez à ouvrir les yeux, madame? Oui. Ouvrez les yeux, bonjour. Je m'appelle Ellie. Vous bougez pas, on va faire une piqûre. Après, on peut quand même lui mettre une petite poche de... Ouais, ça lui fera du bien. Un petit peu de TNT. Oh là 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 là. J'attends juste qu'elle arrête de tousser. Hein. Ellie prépare un médicament pour ralentir les battements de son cœur. On va faire en fait enlever l'eau des poumons, baisser la tension, puis du coup elle arrivera beaucoup mieux à respirer. Et les lactates à 0,7, c'est pas mal, hein? Ouais, ça va. Je vais te l'imprimer, comme ça tu... Le résultat du test sanguin est plutôt bon, mais son sang manque d'oxygène. Une fois l'injection effectuée, la nonagénaire est installée sur un brancard par les ambulanciers. Ton scope, tu préfères le mettre derrière la tête, puis je mets le Hamilton plutôt? Ouais, plutôt le Hamilton. Ouais. Alors on transfère déjà. Le Hamilton, cette machine portative, va maintenant aider la patiente à respirer. On l'utilise souvent lors de difficultés respiratoires, l'œdème aigu du poumon. Voilà, tout va bien, madame. Voilà. Respirez tranquille. Voilà. Ouais. Ça lui fait pas mal. Ça va vous aider à respirer, madame. Allez-y. Voilà, prendre aux urgences. Avant d'emmener la nonagénaire à l'hôpital, le médecin du SMUR appelle son représentant légal. Et puis on va la traiter pour qu'elle soit plus confortable en tous les cas. La patiente a expressément demandé à ne pas être réanimée. Pas d'intubation, pas de soins intensifs, pas de massage cardiaque. Elle est maintenant évacuée vers l'ambulance. Elle a 4, j'ai baissé. Jusque-là, son état est stable. Les médicaments font leur effet. Bon, moi je lui enlèverai ça juste un petit instant. On n'arrive pas à choper de four radial. Mais à l'intérieur de l'ambulance, elle s'arrête de respirer. Madame, les gaz, ouais. Tiens, alors bouge pas. Ouais. Madame, t'as de l'adré dans ta... La patiente agonise. Elle lutte contre la mort. C'est bon, je m'en occupe. Est-ce que tu arrives à me coucher complètement? Ambulanciers et SMUR assistent les fonctions vitales de la patiente. Ouais. Hop, adré. David? Le médecin a injecté de l'adrénaline. Elle ne respire toujours pas. On discute de l'attitude. Alors écoute, elle voulait en tout cas pas d'acharnement, elle voulait pas être hospitalisée, elle voulait pas d'acharnement. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'on l'a soutenue. Je ne serais pas allée à la masser ou à l'intuber. On n'allait pas faire une réanimation lourde, longue, mais si jamais on pouvait juste lui apporter l'aide avec un petit peu d'adrénaline. Tu peux mettre ça par terre. Ah. Elle reprend. Ouais, là j'ai aussi. Okay. Soudain, son pouls repart. Non, mais pas laver ni non, pas laver, parce qu'elle a une tension trop... Non. Alors je la ballonne. Attends. Les mesures de soutien ont été efficaces. Elle a trop chuté ses tensions et puis elle s'est presque arrêtée en fait. Là, il a suffi juste qu'on la recouche, qu'on lui mette de l'oxygène et puis je lui ai mis 1 mg d'adré et puis elle est repartie. Elle a repris connaissance et respire de nouveau. C'est déjà prémédiqué, le contexte, on peut y aller. Oui. Attention à l'aspi. La résidente de l'EMS restera en observation au HUG. Elle regagnera sa chambre quelques jours plus tard. En 2017, le SMUR a réalisé plus de 4500 interventions à Genève.
Immersion avec Securipatrol, un service de Securitas.